Vous regardez New York Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage. Profitons d'une tribune lors du forum d'investissement américano-saoudien depuis Riyad, en Arabie Saoudite. Donald Trump a annoncé le 13 mai dernier la levée de l'ensemble des sanctions américaines contre la Syrie. Quel impact de ces décisions sur la stabilité socio-politique du pays? On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelles sont, selon vous, les implications immédiates pour le régime syrien suite à cette décision du président américain Donald Trump? C'est un succès pour Ahmed al-Shara, puisque pour ceux qui ont suivi ses discours, depuis le départ, la première chose qu'il demande, c'est la levée des sanctions pour qu'il puisse y avoir une reconstruction de la Syrie. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est un pays qui sort d'une longue guerre, puisque les gens l'oublient parce qu'Assad avait repris effectivement le pouvoir à un certain moment, ce qui a fait un peu oublier cette guerre civile syrienne bizarre où il y avait les Iraniens, les Saoudiens, les Américains, bien d'autres pays qui étaient impliqués. Vous imaginez tout ce que cela a engendré comme destruction au niveau du pays, au niveau du tissu économique. Donc lui, son discours a toujours été il faut lever les sanctions pour que le pays puisse redémarrer. Et il ajoutait à chaque fois c'est le régime précédent qui faisait l'objet de sanctions. Et ce régime est tombé. Donc, il ne faut pas qu'on transfère les sanctions du régime précédent sur le nouveau régime. Ce qu'il ne dit pas, c'est que lui, il fait partie de HTC. HTC considéré comme une organisation terroriste jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que les données ont changé. Lui-même, sa tête avait été mise à prix par les Américains à 10 millions de dollars. Mais comme vous avez vu, il a été reçu en France, il a été reçu en Turquie, il a été reçu en Arabie Saoudite. Justement, on se pose la question, comment est-ce qu'il a réussi ses exploits aussi rapidement? En fait, la Syrie est un enjeu pour tous ces pays. C'est ça la vérité. C'est pourquoi dans cette guerre théoriquement civile syrienne, tous ces pays étaient venus mettre la main dans cette affaire, non pas pour la Syrie, mais pour leurs propres intérêts qu'ils voulaient préserver. D'ailleurs, la levée des sanctions par Trump, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas pour la reconstruction, ce n'est pas pour donner une chance à la Syrie comme il le dit, il a ses propres calculs. Un de ses calculs, et ça il l'a dit, puisqu'il a demandé à Ahmed al-Shara d'intégrer ce qu'il appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire amener les pays arabes à normaliser leurs relations diplomatiques avec Israël et à échanger des ambassadeurs avec Israël. Qu'on se rappelle qu'il l'avait fait avec le Soudan, avec le Maroc tout récemment. En échange, les Américains ont reconnu que le côté sahraoui appartient au Maroc. Avec l'Arabie Saoudite, il y avait un processus que l'Arabie Saoudite avait bloqué à cause de la situation au niveau de Gaza actuellement, etc. Donc Trump est dans ses accords d'Abraham parce qu'il avait commencé avec son premier mandat. Il n'avait pas réussi à faire en sorte que tous les pays arabes et surtout l'Arabie Saoudite puissent accepter cela. Est-ce que c'est du donnant-donnant par rapport à l'Arabie Saoudite? On peut se demander également est-ce que c'est du donnant-donnant par rapport à la Syrie? Parce que le New York Times parle de deal éventuel entre Trump et la Syrie pour l'exploitation du pétrole et du gaz, parce qu'il y en a au niveau de la Syrie, et ça faisait partie des éléments qui étaient frappés par l'embargo. Il y a également des minerais là-bas, de sorte que le New York Times même compare cela à l'Ukraine, en disant est-ce que Trump n'est pas en train de vouloir trouver ici un accord comme celui qu'il a trouvé en Ukraine pour ce qui concerne les terres rares. La levée de sanctions pourrait-elle renforcer ou affaiblir les efforts de la communauté internationale pour trouver plutôt une solution politique durable en Syrie? Ça va renforcer puisque la Syrie a besoin de cette levée des sanctions. Parce que les sanctions américaines, parce que ce n'est pas des sanctions américaines, il y a l'Union européenne également qui a ces sanctions. Les sanctions américaines datent de 2003. Et c'est des sanctions qui étaient extrêmement fortes parce que tout investissement en Syrie avait été interdit, les exportations vers la Syrie avaient été interdites, même les avoirs du gouvernement syrien avaient été gelés. C'est pourquoi il dit c'est l'autre gouvernement, ce n'est pas nous. Ça veut dire que le pays se retrouvait dans une situation extrêmement difficile et vous connaissez la méthode des Américains. Quand ils sanctionnent un pays, ils veulent que tout le monde suive la sanction. Quand ils ne suivent pas, ils sont prêts à retirer des avantages qu'ils avaient accordés à ces pays, puisque c'est la méthode qu'ils utilisent dans les relations
internationale. Donc la levée des sanctions américaines, vous allez voir, va faire comme ce qui a été fait avec la guerre en Ukraine. Ça va créer une autre situation qui avantage la Syrie. Maintenant, ça dépendra de sur quoi Al-Shara va s'engager en retour par rapport à la levée de ces sanctions. Mais s'il laisse ces gens-là, qui sont des exploiteurs sur le plan économique, lever les sanctions pour venir exploiter son pays, mais demain, il aura les Syriens contre lui pour lui dire, mais non, nous, on avait pensé qu'on a levé les sanctions, c'était pour développer la Syrie. On ne savait pas que tu avais levé les sanctions pour donner à ces gens-là l'opportunité de venir exploiter les richesses du pays. Ce n'est pas pour les Américains seulement. Il y a une concurrence là-bas, Arabie Saoudite, Turquie, qui ne dit pas son nom. Puisque l'Iran, la Syrie, Israël également. Surtout l'Arabie Saoudite et la Turquie, parce que si vous voyez la levée des sanctions, le président turc Erdogan n'était pas sur place, mais il était présent de façon virtuelle. Puisque la Turquie également avait demandé plusieurs fois la levée des sanctions pour que la Syrie puisse redémarrer. Et tout le monde sait que y a la relation entre la Syrie et Al-Shara, les relations sont plutôt très bonnes actuellement. Pensez-vous que cette décision américaine pourrait encourager un changement de posture de la part d'autres pays ou institutions internationales concernant la Syrie, notamment sur le plan humanitaire? Mais, très certainement, puisque généralement, qu'on le veuille ou pas, dans la diplomatie à l'échelle mondiale, ce sont les États-Unis qui donnent le ton. On vient de le voir avec ce qui s'est passé en Ukraine. Dès que Trump a dit on va arrêter la guerre, on est dans une autre logique. On n'a pas encore les accords de paix, on n'a pas encore une solution. Mais la situation a pris une autre tournure. Voilà, la position de Trump a changé complètement la donne par rapport à cette affaire. C'est la même chose qui risque de se produire également au niveau de la Syrie. Parce que dans cette question de reconstruction, les autres sont intéressés. La France n'a pas reçu Al-Shara comme ça. Vous avez vu tout ce que ça a créé comme remous en France, mais comment vous accueillez quelqu'un considéré comme terroriste. Non seulement lui, mais son mouvement, vous le considérez comme un mouvement terroriste. Mais Macron est dans des logiques économiques. Macron est dans des logiques géopolitiques. Parce que Macron, vous le voyez, c'est toujours mêlé à la question de la Libye, du Liban plutôt. Et il n'a jamais été capable de régler la question du Liban parce que vous ne pouvez pas régler la question du Liban sans la Syrie. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, c'est les soldats syriens qui avaient occupé le Liban. Donc si vous voulez régler le problème du Liban, il y a le problème de la Syrie qui intervient et vous ne pouvez pas régler le problème de la Syrie sans l'Arabie Saoudite, sans la Turquie qui était des pays également fortement impliqués dans ce qui s'est passé dans ce pays pendant cette guerre qu'on a appelée guerre civile mais qui impliquait plusieurs nations. Et quelles conséquences ce nouveau départ pour la Syrie peut avoir sur les relations avec les pays voisins, notamment le Liban dont vous parlez? Al-Shara est actuellement dans une logique « n'ayez pas peur, nous ne cherchons de problème à personne, nous voulons régler les problèmes de la Syrie ». Quand vous regardez son discours, vous pouvez le résumer à ça. Affaire de terroristes, c'est enterré. Nous allons faire un État où tout le monde sera intégré, puisqu'il le répète à chaque fois, il n'y aura pas d'exclusion, bien que dans les faits, il y a parfois des communautés sur lesquelles la force tombe, comme on l'a vu récemment avec les Alaouites. Mais le discours qu'il tient, c'est un discours qui rassure les collaborateurs. Et il en a besoin parce que quelqu'un dont on avait mis la tête à prix à 10 millions de dollars, mais si tu veux intégrer la communauté internationale, tu as effectivement intérêt à donner des gages, pour ne pas dire des garanties. Mais c'est ce qu'il est certainement en train de faire. Et pour le moment, ça marche bien pour lui parce qu'on le voit aller en visite officielle dans des pays, alors que le monsieur, jusqu'à présent, il y a d'autres pays qui le considèrent comme étant une organisation, appartenant plutôt à une organisation terroriste. Et plusieurs mois après la chute de Bachar al-Assad, quel est le nouveau visage de la Syrie? Vous avez une Syrie qui change, mais qui n'a pas encore changé. Parce que souvent on mais qui est sur la voie. Qui est sur la voie. Pour montrer, par exemple, l'importance de ces accords. Mais quand l'information a été donnée, il fallait voir comment les Syriens ont klaxonné, fait la fête en quelque sorte. Parce que, comme j'ai dit, les sanctions étaient là depuis l'ancien régime. Et les sanctions participaient aux difficultés économiques que les Syriens rencontraient.
puisqu'il y avait les sanctions américaines, comme j'ai dit, il y avait les sanctions de l'Union européenne, il y avait également d'autres pays qui avaient leurs sanctions sur la Syrie. Les populations ont senti ça comme une sorte de bouffée d'oxygène et elles ont manifesté leur joie sur ce plan-là. L'autre élément, quand on regarde du côté des médias, il y a quand même un changement. Vous avez des débats, vous avez les gens qui prennent la parole, les gens qui se prononcent sur un certain nombre de choses. Il y a encore des crispations sur les tenants de l'ancien régime qui, effectivement, étaient en même temps une communauté, la communauté des Alaouites, où jusqu'à présent, quand tu les interroges, ils souhaitent une Syrie ouverte où tout le monde va avoir sa place, mais ils gardent également une crainte qu'il y ait une sorte de revanche contre cette communauté. Et on a vu plusieurs fois des difficultés qui ont mis en scène des violences contre cette communauté. Et parlons toujours de bonnes nouvelles pour Damas, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont décidé d'éponger, sinon de rembourser toutes les dettes du pays, montant une enveloppe de 15,5 milliards ou millions de dollars. Oui. Millions de dollars, pardon. Oui, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont décidé d'éponger la dette à la place de la Syrie. Mais s'ils le font, imaginez le nouveau départ d'un point de vue économique qu'on donne à ce pays. Parce que l'endettement est ce qu'il y a de plus dur pour un pays, parce qu'après, quand vous allez vous adresser aux partenaires, que ce soit des partenaires bilatéraux ou des partenaires multilatéraux, on regarde votre niveau d'endettement. La Syrie à reconstruire, si vous demandez à cette même Syrie de payer une dette, vous imaginez que cette Syrie ne payera pas la dette. La priorité, ce sera malheureusement de s'endetter pour faire de la reconstruction. Donc ça, le Qatar et l'Arabie Saoudite offrent une véritable opportunité à la Syrie actuelle pour pouvoir se relancer sur le plan économique. Maintenant, pourquoi ils acceptent d'éponger la dette? Qu'est-ce que la Syrie accepte en retour quand ces deux pays vont éponger leur dette? Malheureusement, souvent, on ne nous donne pas cette information quand on publie l'information sur le fait que la dette sera épongée par ces deux pays. Une dette épongée auprès de la Banque mondiale qui ouvre également la voie à l'aide internationale dont le pays pourrait bénéficier à l'avenir. Tout à fait. La Syrie va se retrouver avec 0 franc qu'ils doivent à la Banque mondiale. S'ils considèrent que le développement de la Syrie passe par la Banque mondiale, s'ils viennent pour négocier des prêts, mais ils pourront le faire très facilement. On ne leur dira pas, vous nous devez de l'argent, vous ne nous avez pas payé ceci, vous ne nous avez pas payé cela. Puisque ça permet à la Syrie d'avoir, si je peux l'appeler ainsi, une nouvelle jeunesse sur le plan économique. Et les partenaires vont être intéressés par ce pays où il y a des ressources, parce que pas qu'on l'oublie, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des minerais. Donc il y a un potentiel qui est là. Mais quand vous avez ce potentiel avec une énorme dette, vous utilisez ce potentiel pour rembourser la dette. Vous continuez à emprunter, vous utilisez le potentiel pour rembourser, le pays n'avance pas. Ils ont une opportunité pour pouvoir avancer. Espérons que Al-Shara va l'exploiter pour que la Syrie rattrape certains pays du Golfe qui aujourd'hui sont au devant de la Syrie en matière de développement. Et quel risque élevé de sanctions présente-t-elle en termes de stabilité sociopolitique, notamment en ce qui concerne les groupes rebelles ou extrémistes? Là, il y a une question intérieure qui n'a pas encore été réglée. Il a demandé à ce qu'on reconstitue l'armée avec toutes les factions. Il y a des factions qui sont encore résistantes. La dernière faction, c'était celle des Turcs qui étaient restées résistantes, les forces démocratiques, qui sont financées d'ailleurs soutenues par les États-Unis et qui sont combattues par les Turcs, pour vous dire comment ce truc est mélangé. Mais avec l'accord qu'il y a eu en Russie avec Öcalan, qui est le fondateur du PKK, l'accord inclut les Kurdes de la Syrie. Donc si ces Kurdes déposent les armes, à l'intérieur, il y a encore un autre groupe armé qui vient intégrer ce qui va faire la prochaine armée syrienne, et ça réduit les risques de tension militaire à l'intérieur de la Syrie. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, ce que Al-Shara a fait, ce n'est pas un coup d'État. C'est différent. C'est quelqu'un qui est venu vaincre par les armes. Les gens ont fui, il a pris le pouvoir, mais il y a d'autres qui étaient dans d'autres endroits au niveau de la Syrie qui faisaient de la même résistance que lui avec des armes. Il y a des contacts pour que tout ça soit mis ensemble, mais pour le moment, tout le monde n'a pas encore accepté de déposer les armes. Si tout le monde accepte de déposer les armes, là, la Syrie a une nouvelle opportunité pour reconstruire une Syrie pour les Syriens et par les Syriens,
en faisant très attention à tous ceux qui tournent autour, parce qu'ils y sont pour leur intérêt, pas pour les intérêts de la Syrie. La Syrie doit également retrouver l'image d'un pays avec des communautés inclusives où justement la religion a toute sa place, son importance. Mais tout à fait. On rappelle tout le temps cet événement quand le pape est venu à la mosquée Omeyyade ou Al-Shara, parce qu'on connaît le symbole que représente cette mosquée. C'est là-bas où Al-Shara a tenu son premier discours. Ce n'est pas gratuit. On se rappelle que le pape est allé visiter cette mosquée. Mais ça veut dire qu'effectivement, dans la Syrie, vous avez des musulmans. Et parmi ces musulmans, vous avez des sunnites, vous avez des chiites. Et parmi les chiites, vous avez des chiites appartenant à des obédiences différentes. Des alaouites, des druzes, etc. Vous avez également des chrétiens. Mais ça pose un problème. Il faut que la citoyenneté syrienne soit élaborée pour qu'on comprenne que tous ces gens-là sont des Syriens. Maintenant, après, chacun a la liberté d'appartenir et de pratiquer une religion déterminée. Ça ne va pas être facile parce que les Assad qui ont dirigé la Syrie sont des alaouites et ils ont dirigé en s'appuyant sur cette communauté. De sorte que si vous regardez, quand le régime est tombé, les alaouites ont fui sans qu'on leur demande de rendre des comptes ou quoi que ce soit. Leur premier réflexe a été de fuir en pensant que les populations risquent de venir prendre leur vengeance sur eux. Donc il y a ce travail à faire pour éviter que la Syrie ne prenne l'exemple du Liban, où on fait un gouvernement en principe communautaire, mais où on se met les bâtons dans les roues, de sorte que le Liban est là dans des difficultés depuis fort longtemps. Les États-Unis qui lèvent toutes les sanctions contre la Syrie, la France qui reçoit le président par intérim, le nouveau président syrien en visite officielle, l'Arabie Saoudite et le Qatar qui décident d'éponger les dettes du pays. L'enjeu, c'est de veiller à ce que ces nouvelles relations soient vraiment des relations gagnant-gagnant. Oui, Al-Shara est en train de gagner son pari, puisque c'est ce qu'il avait promis. Normaliser à l'intérieur, normaliser avec les partenaires de la Syrie. Il est en train de gagner à l'extérieur progressivement. Il gagne également à l'intérieur. Il y a des groupes armés qui ont accepté de le rejoindre dans le cadre de ce qu'il appelle un gouvernement d'union qui a été fait. D'ailleurs, même il y a une dame dans le gouvernement qui est à la 8. Mais ça ne suffit pas encore parce qu'il ne faut pas confondre les symboles et la réalité. Dans la réalité, la citoyenneté syrienne est à reconstruire. Parce que ce qui était là, s'il faut continuer avec, on risque de voir encore des affrontements sur le plan communautaire. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.